Alors, mes amis, nous sommes hilars, Yves-Marie et moi, puisque nous parlions de la guerre et des bienfaits de la guerre. Moi, je crois, Yves-Marie, nous allons faire notre chronique de la royauté en parlant de Bonaparte, donc nous allons ouvrir le débat, mais je voudrais redire, contrairement à l'espèce de gnagnacerie contemporaine, totalement, de mon point de vue, téléguidée par l'infiltration cognitive macroniste, selon laquelle il faudrait l'union, l'amour, la bienveillance, toutes ces vertus mielleuses. Moi, je crois que l'histoire se fait par un rapport de force et qu'il y a une seule règle dans la vie, c'est de remporter le rapport de force. C'est bien marxiste, ça, ce que je viens de dire, non? Oui, oui, oui. C'est Héraclité, hein, la guerre est notre mère. Héraclité, c'est beaucoup plus chic que Marx. J'ai toujours Oui, pensé oui, voilà, qu'Héraclite, voilà. c'était plus Comme chic. ça, on rassemble plus de monde autour de soi quand on dit ça. Alors, nous avons dit que nous parlerions de l'épisode bonapartiste, puisque je le rappelle pour ceux qui nous prennent en cours de route, nous faisons l'histoire d'une certaine idée de la royauté ou de la monarchie. Nous avons commencé par les relations complexes entre le comte de Paris et le général de Gaulle, que j'ai recité d'ailleurs dans une vidéo sur Est-il démocratique d'élire le président de la République au suffrage universel? Pour ma part, je suis contre l'élection du président de la République au suffrage universel et j'ai expliqué dans cette vidéo pourquoi je pensais que ce n'était pas démocratique. Encore faut-il aimer la démocratie. Et nous remontons l'histoire à la manière de Benjamin Button depuis la fin. Nous en arrivons à l'épisode bonapartiste où on a dit qu'on parlerait d'ailleurs du rôle de la franc-maçonnerie. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette relation complexe encore aujourd'hui? Parce que je vais vous prendre au saut du lit, si j'ose dire, Yves-Marie, mais je vois que l'héritier du prince Murat, Joachim Murat, fait une liste commune avec un gauchiste qui s'appelle Kuzmanovic, gauchiste mondialiste de mon point de vue. C'est quoi les relations complexes entre aujourd'hui encore les bonapartistes et les héritiers, les prétendants au trône de la famille royale? Alors, il n'y en a aucun. Des Orléans et des Oui, Bourbons. des Orléans et des Bourbons. Non, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. C'est vraiment une autre histoire. Alors, surtout quand on s'appelle Murat, qui est vraiment une histoire extraordinaire, très personnelle, de cet homme incroyable qui mettait une aigrette de diamants sur son chapeau pour partir, pour charger, etc., qui a été roi de Naples et non pas des deux Siciles, puisqu'à ce moment-là, la Sicile n'est jamais tombée dans l'escarcelle de Napoléon. Donc non, ça c'est évidemment... Qui a laissé des traces, je vous coupe, mais quand on va à Bari aujourd'hui, qui est une ville très à la mode, dans les Pouilles, la capitale des Pouilles, à Bari, on appelle ça encore la ville de Murat, c'est-à-dire qu'il y a toute une espèce de quartier central qui a été bâti selon les plans conçus sous Murat, roi de Naples. Oui, Murat, roi de Naples, mais là, pour le coup, c'est l'esprit français et napoléonien, en tout cas, qui a joué, plus que Murat seulement, qui est un sabreur, mais un type extraordinaire, bien entendu, hein, il n'y a rien à faire. Alors, à la limite, on pourrait presque s'interroger sur ce qu'il aurait pu faire s'il n'y avait pas eu Napoléon. Bon, mais là, si on parle de la France napoléonienne, il faut aborder plusieurs choses. C'est-à-dire que la semaine dernière, vous vouliez qu'on aborde l'œuvre de Cambacérès. Il y a eu une volonté d'unifier les codes et les lois en France de longue date, déjà sous la monarchie. Je pense par exemple à Colbert qui a fait le Code Louis, hein, donc puisqu'on était sous le règne de Louis XIV, où il a essayé d'unifier, enfin en tout cas de rapprocher le Nord qui était coutumier, hérité des Francs on va dire, et puis et le Sud qui était vraiment héritier de la loi romaine, du droit romain. On a eu cette première tentative. Il y a eu une deuxième tentative du temps d'Aguesseau, le chancelier d'Aguesseau. Alors là, on est sous Louis XV. S'agissant de tout ce qui était l'héritage, les successions. Lui, pour le coup, il a posé les bases de ce qui deviendra plus tard le Code civil. Après, pour bien comprendre le Code Napoléon, que l'on vante,
dans le monde entier, puisque le monde entier même a pu s'inspirer du Code Napoléon. Dans beaucoup de pays ont adopté le Code civil, enfin ce qu'on appelle le Code civil. C'est le Code civil. Hein. C'est le Code civil, bien sûr. On l'a surnommé le Code Napoléon, mais c'est le Code civil. Il faut comprendre une chose. La France de l'Ancien Régime, ça n'est pas bon. Après Charlemagne, on rentre dans la féodalité. La France s'organise comme elle peut, d'ailleurs assez intelligemment, mais ça va créer des entités, des coutumes, des manières de procéder d'une province à l'autre qui ne seront pas toujours synchrones, enfin standards. Et la monarchie, c'est vrai que je viens de citer deux exemples sous Louis XIII et sous Louis XIV et sous Louis XV de tentatives d'unifier un peu les choses. C'était pas facile et il y avait notamment le principe des privilèges. Il y avait des régions, des provinces qui avaient des privilèges. Par exemple, la Normandie avait le privilège de ne pas payer d'impôt sur le sel pour la remercier de son comportement pendant la guerre de Cent Ans. Vous voyez, c'était des choses comme ça. Avec l'abolition des privilèges… Est-ce que vous pouvez, du coup, Yves-Marie, je vous coupe, mais redire, puisque on reparlera de l'Ancien Régime, mais l'impôt sur le sel, redites-nous son importance et surtout son importance psychologique, puisque ceux qui étaient chargés de vérifier le paiement de l'impôt sur le sel étaient les fameux gabelous. Hein, l'impôt sur le sel s'appelait la gabelle, et c'était les gabelous qui vérifiaient l'impôt sur le sel. C'était un impôt très impopulaire en réalité. Oui, bien sûr, parce qu'on estimait que c'était un produit de la nature et qu'on ne comprenait pas pourquoi l'État venait se servir. Alors, cela dit, en matière de fiscalité, pardonnez-moi, mais enfin, je veux dire, la République, elle a quand même battu tous les records dans ce domaine, puisque quand, sous l'Ancien Régime, on atteignait 10% de prélèvements, il y avait des émeutes. Aujourd'hui, on est à 50%, c'est pas avant que non, les prélèvements, c'est 47%, mais 47, pardonnez-moi. 57%, c'est les dépenses, mais les recettes, c'est 47%. Entre les deux, il y a le déficit. Voilà, on est à 47% et quand, sous l'Ancien Régime, on était à 10%. D'ailleurs, ça fait partie des faiblesses de l'État français à la veille de la Révolution. Donc, c'est un pays, on dit toujours, c'est un État pauvre dans un pays riche. Il y avait des réformes à faire. Ces réformes n'étaient pas faciles à faire. Les derniers rois ont voulu les faire. Encore une fois, on respectait les privilèges. Privilèges, ça veut dire la loi privée. C'est que tout n'était pas absolument concentré, voilà. Et avec l'abolition des privilèges, évidemment, la voie semble libre pour tout réorganiser, mais quitte à lutter contre les identités locales. La République, elle est vraiment très centralisatrice. Et alors, évidemment, avec Napoléon, encore plus. Pourquoi? Parce que Napoléon, il y a deux choses. Il y a bien sûr l'héritage révolutionnaire, mais il y a aussi le contexte militaire qui fait que Napoléon administre la France comme on administre une armée. Et c'est ce qui fait d'ailleurs ce lien avec l'esprit romain, parce que le code civil, c'est un peu du droit qui unifie toutes les populations. C'est exactement ce qu'ont fait les Romains autour de la Méditerranée avec leur empire. Ils ont inventé le droit d'ailleurs. C'est un des grands héritages des Romains, hein, c'est le droit romain, qui allait par-delà les coutumes des Égyptiens, des Numides, des Grecs, des Ibères, etc. Donc c'est vrai que c'est une des grandes œuvres de Napoléon qui est un peu liée au contexte, parce que Napoléon, comme c'est un chef, évidemment, c'est inutile de le rappeler, en 4 ans, il règle tout, lui. En 1800, il demande que l'on accouche de ce fameux code. En 1804, il est fait. Il est fait d'ailleurs quasiment, enfin c'est pas quasiment, il est fait le même jour que son assassinat, l'assassinat du duc d'Enghien, le 21 mars 1804. Au moment où on assassine le duc d'Enghien dans les fossés de Vincennes, c'est aussi le jour de la promulgation du Code civil. Quoi, tout va très vite à cette époque. Hein. On parlera un jour de grande bousculade de l'Empire, puisqu'en quelques années, énormément de choses ont été faites. Donc il y a ce contexte-là qui, d'ailleurs, la mode est à Rome. Enfin, la mode est aux Romains. C'est après Napoléon, plus tard, qu'on se lancera dans des rêveries médiévales d'un Moyen Âge complètement fantasmé, imaginé bien sûr. Mais à cette époque-là, la mode est à Rome. Donc
effectivement, Cambacérès, c'est quand même quelqu'un qui est né. Alors, dites-nous, parce que vous êtes parti très vite, puisque vous connaissez très bien ces périodes. Il faut d'abord que vous redisiez pour l'auditeur moyen, quand Napoléon arrive-t-il au pouvoir et jusqu'à quand dure-t-il, mais à quelle occasion finalement arrive-t-il au pouvoir? Alors, il arrive, après 10 ans de révolution, il arrive en 1999. Alors, on dit toujours le 18 pardon, le 1799, oui, excusez-moi. Donc, on dit toujours, c'est le 8 Brumaire, ça correspond au 9 novembre, en fait. Et il se trouve que ça va expliquer tout le reste, parce que la République a lancé une guerre contre l'Europe qui va durer 22 ans, qui se terminera à Waterloo. C'est pour ça que cette expression des historiens, les guerres de la Révolution et de l'Empire, enfin c'est un peu... non, tout ça c'est un ensemble. Hein. Alors bien sûr, il va y avoir la paix d'Amiens, c'est cet espoir que Napoléon aura d'obtenir la paix avec l'Europe, mais c'est impossible. Et en tout cas, lui, c'est un général victorieux qui a montré des capacités exceptionnelles en Italie et qui est allé en Égypte. Alors là, c'est vrai ça va nourrir un peu l'imaginaire des francs-maçons, parce que les francs-maçons rêvent du Hiram, le temple, etc. Donc tout ça, ça fait un peu penser à la fois à l'Égypte et à la Terre Sainte, mais évidemment pas du tout dans un sens chrétien, hein, cela va sans dire. Et il faut dire que la plupart des gens qui entourent Napoléon sont des francs-maçons. Tous les cadres de l'Empire sont des francs-maçons. Et donc, c'est la grande mode de l'époque. Déjà, avant la Révolution, c'était le dernier salon où l'on causait, hein, la loge. Et donc, ça correspond un peu à cet esprit-là. En tout cas, quand il revient d'Égypte, après avoir échoué, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, il cherchait à gêner le commerce anglais et il échoue. Bon. Mais il est le seul homme fort, disons, capable de remporter des batailles contre l'Europe. Et donc, on l'appelle au pouvoir, d'ailleurs avec la complicité de son frère, Lucien, etc. Bon. Et donc, il fait ce coup d'État le 9 novembre. Là, on considère que la France retrouve un chef d'État, puisqu'il est premier consul. Hein. Encore une fois, c'est la mode romaine, mais encore de la République romaine. Il y a 3 consuls, dont Cambacérès, et il est premier consul. Et la France a perdu son chef d'État en 1792 en proclamant une république révolutionnaire, un régime d'assemblée. Et à vrai dire, toute l'histoire de France depuis lors est prise dans ces contradictions entre un démocratisme qui se veut authentique, révolutionnaire contre le chef de l'État et un héritage qui nous vient des Romains, justement, de Jules César, parce que les Gaulois ne connaissent pas. C'est peut-être la seule chose intelligente qui est dite notre président actuel, c'est qu'il a dit un jour les Gaulois réfractaires. Historiquement, c'est vrai. Je ne sais pas s'il avait conscience d'avoir raison, mais en tout cas, il avait raison. Le roi, c'est un roitelet en Gaule. En fait, le pouvoir, il est détenu par le druide, hein, par les druides, etc., le pouvoir législatif. Mais les Romains amènent César, le chef de l'État, et après les Romains, après les empereurs romains, on aura les rois francs, etc. Donc, en fait, c'est une importation, le chef de l'État. Et le paradoxe français, mais la France a d'autres paradoxes, mais elle a notamment celui-là, c'est que la France va offrir au monde le modèle achevé du chef de l'État avec cette monarchie française incroyable. Aujourd'hui, vous allez n'importe où dans le monde, vous demandez à quelqu'un de vous dessiner l'archétype du roi, il va vous faire Louis XIV, évidemment. Hein. Donc, la France a donné ça au monde et en même temps, elle a retrouvé ces gauloiseries, disons, pas dans le bon sens du terme, pas dans le sens des libertins, mais avec l'arrivée l'instauration d'un régime d'assemblée. Et avec Bonaparte, on retrouve un chef d'État. Alors, ce consul... Un roi franc, au fond. Enfin, Charlemagne, un empereur. Oui, parce qu'il revient, enfin, il vient de l'armée, donc, mais c'est souvent comme ça d'ailleurs. Hein, les chefs providentiels que la France a connus, puisque la République, quand il y a une crise de la République, le salut n'est jamais endogène, il est toujours exogène. Et on aura Bonaparte, on aura Pétain.
aura De Gaulle, à chaque fois on va chercher un militaire. On a failli avoir Boulanger, on en parlait il y a quelques émissions. Donc à chaque fois on va chercher quelqu'un qui est un militaire à qui les choses ont pu réussir. Et donc là, on a d'abord un consul, donc on est vraiment dans la mode romaine, y compris vestimentaire et tout ce qu'on voudra, teinté d'une mystique égyptiano, je ne sais quoi, on le voit dans le mobilier empire, qui est très beau d'ailleurs, très joli, dans l'héraldique impériale, quelquefois, des gens comme, je ne sais pas si c'est Masséna ou autres, qui ont des Minerves, par exemple, dans leurs armoiries. L'héraldique impériale est très laide, mais il y a quelquefois cette figure de Minerve qui est un peu revendiquée dans les milieux maçonniques. Donc il y a cette espèce de culture là qui s'installe. Et puis, la nécessité, en tout cas elle est ressentie comme ça par Bonaparte, pousse Bonaparte à se faire proclamer empereur. À vrai dire, Bonaparte, ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Il se fiche complètement de savoir quelle forme peut avoir ce pouvoir. Mais il est contesté par les républicains purs et durs, ceux de la Révolution, et bien entendu, il est contesté par les royalistes. Et il subit d'ailleurs plusieurs attentats, dont l'un qui est un attentat, disons, républicain, la conjuration des poignards, bon, qui n'est pas très sérieuse, un autre beaucoup plus grave, parce qu'organisé par Cadoudal, qui est quand même pas n'importe qui, il est un grand chef. Cadoudal, c'est un grand chef de la chouannerie normande et mayonnaise, pas vendéenne, hein, mais plus au nord, mayonnaise, on dirait aujourd'hui, ou normande, et qui, bon, bien entendu, toute cette révolte, toute cette rébellion contre la République a échoué, mais lui, il est resté en activité, si on peut dire, et il a intenté cet attentat qui a été très grave. On a parlé de la machine infernale, il avait mis un tonneau rempli de saleté à l'intérieur, des clous, des choses comme ça, qui devait exploser sur le passage du premier consul qui revenait d'aller voir un opéra, justement, et à Paris, bien sûr, dans la rue Nicaise, qui n'existe plus aujourd'hui, parce que quand Napoléon III va refaire les rues de Paris, elle va être, je crois, mélangée avec la rue de Rivoli, un truc de ce genre, à peu près. Et c'est dans ce quartier-là, en tout cas. Et là, il va y avoir 22 morts, mais pas le premier consul. Et le premier consul d'attentat islamiste avant la lettre, avec des clous, des... Oui, pensez que alors, les plus jeunes ne sauront pas ça, mais autrefois à Paris, on n'avait pas des poubelles comme ça avec des poches qui pendent, c'est pas très beau. Avant, on avait des jolies poubelles métalliques, voilà. Mais évidemment, quand vous y mettez un explosif, plus c'est hermétiquement fermé, plus ça rend l'explosif puissant, en fait. Plus ça rend la bombe puissante. Et c'est le principe de cet attentat de la machine infernale, la rue Nicaise. Alors, Bonaparte... Quand même, Yves-Marie, je vous coupe, mais est-ce qu'on précise que Cadoudal avait des relations avec la Grande-Bretagne, avec les Anglais? Avec l'Angleterre, bien sûr. Il avait même envoyé un message aux Anglais en disant que les choses se préparaient bien. Enfin, il annonçait même son attentat à mots couverts, mais enfin qui n'était pas très difficile à déchiffrer, aux Anglais. Parce on a souvent cru que les Anglais avaient été des ennemis jurés de la monarchie française. Bon, c'est vrai qu'ils ont récupéré la première place après la Révolution et l'Empire, mais c'est pas vrai. Sous la Révolution, les émigrés, là où ils ont été le mieux accueillis, c'est en Angleterre. Edmund Burke, qui est un Anglais, a écrit un ouvrage contre la Révolution française, etc. Non, il y a eu une vraie sympathie pour la monarchie française en Angleterre. Et d'ailleurs, l'Angleterre, alors avec beaucoup de souplesse, mais ce n'est pas une monarchie, c'est une aristocratie. L'Angleterre a évité, elle a craint à un moment de vivre la même chose que la Révolution française. Mais enfin, bon, en tout cas, pour en revenir avec notre ami Cadoudal, si je puis dire, Cadoudal donc va être, enfin tout son attentat va être déjoué, Cadoudal bien sûr exécuté, tout ce qu'on voudra, et avec le temps, disons, Bonaparte se rend compte qu'il n'arrivera jamais à exercer paisiblement son pouvoir. Et donc, c'est comme ça qu'en 1804, il commet ce crime. Le 21 mars, il va faire enlever le duc d'Enghien. Qu'est-ce qu'il reprochait au duc d'Enghien? Alors, un faux procès. Mais c'est vrai que le duc d'Enghien, à un moment, s'est battu contre les armées de la République.
C'est un Condé, les Bourbons-Condé, et donc c'est même le dernier des Bourbons-Condé, du moins généalogiquement, parce que son père mourra après lui, dans des conditions un petit peu rocambolesques, mais enfin, ça n'est pas le sujet. Et donc, ce duc d'Enghien, c'est vrai qu'il s'est battu à Valmy du côté des Alliés contre l'armée française. Il s'est battu dans l'armée de son grand-père, Condé, etc. Mais à vrai dire, il avait perdu tout espoir de contre-révolution. Il avait écrit cette contre-révolution ne marchera jamais. Bon, et donc il était assez paisiblement installé dans la principauté de Bade, enfin le futur grand-duché de Bade. C'est Napoléon en fait qui créera le grand-duché de Bade. Mais il s'était installé là, donc évidemment, c'est pas très loin. On dit, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Allemagne, que C'est Bade. en face de l'Alsace, quoi. Voilà, c'est très près de Strasbourg. Voilà. C'est le fleuve qui nous sépare, c'est le Rhin. Et de l'autre côté, il y a Karlsruhe, hein, qui est le Bade-Württemberg. Voilà, qui s'appelle aujourd'hui le Bade-Württemberg dans la formulation républicaine de l'Allemagne. Mais moi, j'en suis bien entendu à la formulation royale. Et donc, il était là et Napoléon est tellement sûr, les Français sont tellement sûrs d'eux qu'ils font passer une petite troupe et qui fait 10 kilomètres à l'intérieur du Bade, et ils vont attraper le malheureux prince, qui évidemment va subir un procès complètement trafiqué, bien entendu, où il va être accusé de tous les maux de la planète, comme souvent dans ce genre de procès. Et en fait, il sera assassiné purement et simplement, fusillé après un simulacre de procès dans les fossés de Vincennes. À partir de là, Bonaparte, bizarrement, c'est un peu l'impôt du sang qu'il paye à la Révolution. Les républicains sont ravis parce que il a passé un brevet de républicanisme en tuant un prince de la Maison de France. Fut-il extrêmement loin dans la succession, il était quand même prince de la Maison de France. Donc il fait un peu comme a fait Marine Le Pen avec l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Vous voyez, quand elle a voté avec enthousiasme, là, elle est devenue une vraie républicaine. Et maintenant, elle peut accéder au pouvoir. La voie est libre désormais. Elle a brisé le plafond de verre comme ça. Mais c'est un peu ce que fait Bonaparte en tuant un prince de la Maison de France. Et puis, on sait que dès 2 mois plus tard, en fait, il va se faire proclamer empereur. Alors, c'est pas parce qu'il est mégalomane, ça n'a rien à voir avec, je sais pas moi, avec Bokassa. C'est que il considère que s'il réinstaure une institution héréditaire, monarchique héréditaire, eh bien, on n'osera jamais porter la main sur lui parce qu'on se dira, ses ennemis se diront, si on tue Napoléon, son successeur montera sur son trône. Bon, c'est une illusion. Il n'y a qu'une seule famille qui dispose véritablement d'une assise historique suffisamment solide, évidemment, pour compter là-dessus, ce sont les Bourbons. Et encore, on a vu dans les émissions précédentes que, en réalité, leur place était très fragile. Mais il n'y a vraiment que cette famille qui pouvait éventuellement calculer là-dessus. D'ailleurs, en France. D'ailleurs, Napoléon lui-même s'en rendra compte, il sera très dépité de cela, mais quand il y aura une conjuration, alors qu'il est encore, il fait sa retraite de Russie, qui prétendra, enfin des gens qui vont prétendre, pardon, qu'il est mort, et bon, Napoléon revient à toute vitesse à Paris, et il demande, mais vous n'avez pas pensé à proclamer mon fils? Et non, personne n'a pensé à proclamer son fils. Donc en fait, le fameux Aiglon. Le fameux Aiglon, et avec régence de Marie-Louise, etc., personne n'a pensé à ça. Pour ça, il fallait des siècles et des siècles et des siècles entassés de légitimité capétienne pour parvenir à cela. En tout cas, il le croit. C'est ce qu'il croit. Il croit qu'en se faisant empereur, il pérennise son pouvoir, il le garantit. Et alors, comme il ne peut pas être roi, bien sûr, parce que il y a un roi déjà de droit, enfin si on veut, en tout cas, il y a une famille qui peut prétendre revenir sur le trône. Après tout ça, c'est le comte de Provence, c'est le prétendant de l'époque, c'est le frère de Louis XVI, hein, tout ça, c'est hier. Alors, comme en plus de ça, on est dans la mode romaine, et qu'il est un général victorieux, et qu'il a été consul, qu'est-ce qu'on est au-dessus de consul? Exactement comme dans l'histoire romaine, on fait Auguste, quoi. Donc, il devient l'empereur
D'ailleurs, au début, les pièces qui sont gravées, c'est République française, Napoléon empereur. C'est après qu'on va mettre Empire français. C'est comme ça qu'on arrive à cette institution qui a le mérite de remettre de l'ordre un peu partout. C'est quelqu'un qui, à défaut de vraiment réconcilier les Français, au moins pacifie la situation. Il passe un accord avec l'Église. Il confie d'ailleurs à un franc-maçon le soin de passer un accord avec le pape pour passer le concordat. Mais de toute façon, il n'y a que ça autour de lui. Alors, est-ce qu'on peut dire 3 mots de ça, notamment de la personnalité de Cambacérès, puisque Napoléon, par sa personnalité et la mythologie qu'on a fabriquée autour de lui, a beaucoup cannibalisé toute l'image de l'Empire, mais oui. Il y a un personnage important dans le système qui est Cambacérès. Qu'est-ce qu'on peut dire de Cambacérès et de ses liens notamment avec la franc-maçonnerie qui va jouer le rôle d'aristocratie de constitution? Oui, alors, bon, là, encore une fois, la franc-maçonnerie, c'est une grande mode à l'époque. Vous allez penser probablement que je ne prends pas très au sérieux ce folklore, et vous auriez raison de le penser, mais c'est une mode à l'époque, et puis surtout dans une France très déchristianisée, où les élites en tout cas sont très déchristianisées, héritières des libertins, ça c'est tout à fait vrai. Il faut expliquer ce que sont les libertins, parce que c'est un peu différent du corps naturiste du Cap d'Agde d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Les libertins sont des gens qui refusent d'adhérer, disons, à l'Église catholique avec sa discipline, avec ses dogmes, avec le respect que l'on éprouve pour son clergé. Donc, ce sont au moins des agnostiques ou des déistes, disons, voire des athées, comme Sade, par exemple. Quand on lit Sade, vous savez que Sade se pique de philosophie. Il ne se contente pas d'écrire des bouquins que les garçons ne lisent que d'une seule main. Il a aussi des discours tout à fait philosophiques pour justifier son libertinage. Donc, ce sont des gens qui sont pas opposés à la monarchie du tout. Ça, c'est une grave erreur que de croire ça. Même un Voltaire, par exemple, c'est un absolutiste à condition. Il faut dire que Voltaire est dans l'appellation, le vocabulaire de l'époque. Voltaire, année 1700-1720, est un libertin. Oui, c'est vrai. Alors, les générations que j'évoque sont un peu plus tardives parce que ce sont celles qui vont beaucoup inspirer des gens comme Cambacérès ou autres. Et tout le monde, libertin, alors on a tendance à faire vous l'avez dit, à faire le lien, enfin en tout cas la confusion avec le libertinage au sens des mœurs, au sens contemporain, ce qui est pas tout à fait vrai. Un libertin, alors c'est vrai chez Sade, bien sûr, c'est vrai chez des gens comme Coderlos de la Clos avec son roman épistolaire extraordinaire. Pendant que je vous parle, Les liaisons dangereuses. Les liaisons dangereuses, merci. Donc, c'est pas forcément ça un libertin, ça peut être ça, pourquoi pas, pour pimenter son incrédulité. On dit qu'ils sont incrédules, vous voyez, c'est et donc il y a toute une génération parmi l'élite de gens qui sont complètement détachés de l'Église catholique, pas forcément toujours dans ses formes extérieures, puisqu'à l'époque l'Église joue un rôle. Elle a une position officielle. Le clergé, c'est le premier ordre de l'État. Les votes se font par ordre, clergé, noblesse et tiers état, etc. Donc, mais regardez un Talleyrand, qui est du fait de son nom prestigieux, il est prêtre puis évêque. Il croit en rien du tout. Ou alors il est peut-être déiste, mais enfin en tout cas c'est un coureur de jupons, précisons-le. C'est un coureur de jupons, donc ça n'a rien à voir. On parle aujourd'hui de Fongombault. Quand vous allez dans l'abbaye de Fongombault aujourd'hui, c'est une espèce de chef-d'œuvre de grégorien, de musique extraordinaire, avec un nombre hallucinant de moines jeunes, virils, dynamiques, chantant magnifiquement. Mais en 1789, à Fongombault, il y a 6 moines
Et le père abbé n'habite même pas Fongombo, il habite dans la petite ville voisine du Blanc, dans un hôtel particulier avec sa maîtresse. Voilà, c'est ça, cette époque-là du libertinage. Alors ça change. Oui, du libertinage, en fait, c'est ça. Donc, c'était le père abbé libertin. Et donc, Cambacérès, c'est un petit peu différent. C'est quelqu'un qui, d'abord, qui va toujours savoir tirer son épingle du jeu. Il va traverser plusieurs crises politiques. Alors, on redit, parce que vous apparaît trop vite, mais Cambacérès va être l'espèce de premier ministre de Napoléon. Et c'est Cambacérès qui va exercer le pouvoir quand Napoléon est en campagne militaire dans le reste de l'Europe. C'est Cambacérès qui tient les rênes et qui exerce le pouvoir. Et il joue un rôle, évidemment, fondamental, central dans l'élaboration du Code civil. Alors, il n'est pas seul, il y a des gens comme Portalis, des gens comme ça, mais il joue vraiment le rôle, on va dire, d'organisateur, de manager, et il a lui-même des idées, c'est un juriste dans l'âme, c'est de la noblesse de robe, vous voyez, du sud de la France, et qui est monté à Paris, voilà, et qui a fait cette carrière extraordinaire. Et il échappera toujours lorsqu'il y aura des drames, parce que dans les révolutions, il y a forcément des charrettes qui se remplissent de gens destinés à la guillotine. Il échappera toujours à tous les problèmes, quelquefois peut-être avec duplicité. C'est-à-dire, on lui reprochera de temps à autre d'avoir tourné sa veste. Ça veut dire, mais non, mais j'ai toujours été avec vous, mon cher ami. Enfin, vous voyez. Bon, en tout cas, il joue, peu importe, ce qui compte, évidemment. Quel rôle joue-t-il dans la franc-maçonnerie à l'époque? Alors, écoutez, je suis pas un spécialiste de la franc-maçonnerie, j'ai pas étudié mais honnêtement, ils sont tellement nombreux autour de Napoléon que je vois pas Cambacérès jouant un rôle tout à fait. Est-ce qu'il a placé des francs-maçons un peu partout autour de Napoléon? C'est possible. Mais lui-même, encore une fois, je suis pas spécialiste de cette question-là. Est-ce qu'il a été vénérable, ou je ne sais quoi, ou 33e des choses auxquelles je comprends pas grand-chose moi-même, ou chevalier de Rose-Croix, ou ces trucs-là, là, le grand Cadoche. Chevalier de Cadoche. Je sais pas. Là, franchement, je pense qu'il a. Quelles étaient les mœurs de Cambacérès? Pardon? Les mœurs? Les mœurs, oui. Il n'est pas très hétérosexuel. Il paraît, oui, il paraît qu'il était, oui. Il était, comme je suis très discret sur ces questions-là, les gens ont la vie qu'ils ont. Je me suis pas beaucoup intéressé à ça. Est-ce que ça a joué un rôle? Peut-être dans l'art qu'il avait de se retourner, en effet, au moment des grandes crises politiques. C'est un propos interdit. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est quand même que Bonaparte n'est pas l'homme tout-puissant qu'on nous a présenté, qui rédige la nuit le code civil, le jour qui fait des batailles. En réalité, il était entouré par une espèce de machine bureaucratique, ou en tout cas technocratique. Donc, Cambacérès était une espèce d'exemple. Et l'Empire a été aussi une construction collective d'une certaine aristocratie moyenne, dont Cambacérès est un exemple, qui a porté une vision moderne de l'État, en fait. D'ailleurs, ils sont des héritiers d'une génération, parce qu'ils sont nés sous la monarchie, sous l'Ancien Régime, et les événements vont les porter, vont libérer leurs gestes, leurs réformes. Mais encore une fois, beaucoup de ces réformes-là étaient souhaitées par le pouvoir. La monarchie était prise en otage par beaucoup de corps constitués, la noblesse, le clergé lui-même, etc. Et donc là, évidemment, avec la Révolution, ces gens-là vont pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais n'oublions pas qu'ils ont été formés sous l'Ancien Régime. Donc en fait, il y a quelque chose qui bouillait sous une marmite. Malheureusement, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, mais pour bien des choses. Alors, peut-être pas pour cette espèce d'enrégiment de la population française et surtout de la géographie française, de son administration, j'entends. Ces départements qui portent tous des noms de rivières ridicules,
enfin du moins qui portent tous ridiculement des noms de rivières, parce que le nom lui-même n'est pas ridicule. Ça, pour le coup, c'est un peu dommage. On y a perdu beaucoup de choses. Regardez maintenant, regardez le temps qu'a mis la Normandie à se réunifier. Regardez comment Nantes n'est toujours pas considérée comme une ville bretonne, etc. Enfin bref. Donc ça, c'est la révolution dans toutes ces. Alors avec peut-être effectivement des, comment dirais-je, des méditations, comment ils appellent ça les francs-maçons dans leur loge là, c'est pas séance, c'est quelque chose. Et alors on imaginait qu'il fallait les tenues. Alors il fallait que y ait un chef-lieu et puis en partant à cheval du chef-lieu, une journée. Voilà, une journée de cheval, dessiner les frontières. Voilà. C'était vraiment, comment dirais-je, une vision totalitaire avant l'heure d'ailleurs, hein, de cette administration avec ses préfets, ses sous-préfets, etc. Et ce qui explique pourquoi des grands théoriciens royalistes, je reviens toujours sur le même, qui est notre ami Bonald, qui lui, disons, a vécu ça d'assez près, ont toujours été des décentralisateurs, hein, en disant mais on ne gère bien que ce qu'on gère de près, il n'y a aucune raison que Paris se mêle absolument de tout, etc. Bon, ça c'est un des défauts, évidemment, mais est-ce qu'on peut le reprocher à Napoléon? Napoléon, il est dans une dynamique générale, alors il va y apporter son génie, son prestige, tout ce qu'on voudra, mais je pense que c'est pas Napoléon qui a souhaité faire des préfets. Ça lui convenait très bien en tant que généralissime, puisque toute la France était embrigadée disons, dans sa politique et surtout dans sa guerre. Car qu'est-ce qui fait tenir Napoléon? C'est pas sa couronne impériale, c'est le fait qu'il tienne tête à l'Europe. Du jour où la chance va tourner, la fortune ne lui sourira plus, en particulier après la campagne désastreuse contre la Russie, eh bien, il perdra sa légitimité. Qu'est-ce qui faisait tenir Napoléon? C'était son épée victorieuse. À partir du moment où il est vaincu, il perd toute sa légitimité. Donc, cet édifice-là, pour ça, personne ne tiendra pas. Mais le reste, beaucoup de choses tiennent. Nous vivons, comme vous l'avez dit, effectivement, dans une France héritière à bien des égards de cette époque napoléonienne. Bon, ce que je vous propose, Yves-Marie, c'est que la semaine prochaine, on continue notre remontée dans le temps et qu'on dise quand même quelques mots du roi après le roi et de Louis de Bonald. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura exécuté le roi le 21 janvier 1793, dans cette période qui sépare, au fond, l'effondrement de la monarchie et l'arrivée de l'Empire en 1799, qu'est-ce que la France a revécu du roi? Quelle a été la postérité du roi qui nous influence encore? Parce qu'en réalité, il y a eu un traumatisme qui reste dans beaucoup de consciences, notamment la peur du droit à l'insurrection, la constitution de la Première République, toutes ces choses, et la genèse d'une certaine mythologie monarchiste. Vous êtes d'accord qu'on parle de ça la semaine prochaine? D'accord. À la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine.